Bonsoir à tous, Lisa, responsable des collections archéologiques, et moi-même sommes très heureuses de vous accueillir pour cette conférence virtuelle qui ouvre les journées européennes de l'archéologie. Cette conférence qui va vous parler des cuvelages de puits de Saint-Julien-du-Sault. Alors, numérique parce que malheureusement nous sommes toujours obligés de respecter quelques contraintes pour nos rencontres présentielles. Qui auront tout de même lieu tout au long du week-end. À partir de vendredi soir, il y aura 3 visites commentées des collections archéologiques au musée. Mais effectivement, nous avons enrichi notre catalogue numérique qui vous permettra donc une visite numérique des collections du dépôt archéologique et puis cette conférence très intéressante sur ces cuvelages qui sont toujours en restauration mais qui vont bientôt rentrer dans nos collections, qui seront exposés dans nos collections permanentes peut-être cet été, je ne sais pas, plutôt l'année prochaine. Bon, enfin. Bientôt. Bientôt. En tout cas, cette conférence vous donnera sans doute envie de venir très rapidement les admirer pour de vrai. Voilà. Donc rendez-vous pour tout ce programme concernant les journées archéologiques européennes. À bientôt. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce premier jour des journées européennes de l'archéologie qui cette année sont organisées de façon numérique. Et à cette occasion, nous avons préparé un programme tout au long du week-end à retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Et donc pour inaugurer ce week-end, je vous propose de nous intéresser à un site archéologique qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Sens, sur la commune de Saint-Julien-du-Sault. Donc c'est un site qui a été fouillé entre 1996 et 1999 et qui a révélé différentes phases d'occupation, dont les deux plus importantes datent du second âge de fer entre le 5e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le site dans son ensemble a livré un matériel archéologique assez important et la période d'occupation du second âge du fer en particulier nous a laissé de rares vestiges en bois qui sont très importants pour nous. Donc pour cette présentation, je me suis appuyée sur les différents rapports de fouilles des différentes opérations d'archéologie qu'il y a eu. Ces travaux sont conservés et consultables à la bibliothèque documentation ici au CEREP. Et la plupart des documents et images que je vais vous présenter sont issus de ces rapports de fouilles et d'analyse. Donc le site des Boulins se trouve sur la commune de Saint-Julien-du-Sault, donc sur la rive gauche de l'Yonne. Et c'est un site qui a connu plusieurs campagnes de fouilles, donc à cet endroit-là, entre 1996 et 1999. Ces recherches archéologiques ont été en fait réalisées dans le cadre de la convention Gravière de l'Yonne, qui a permis de réaliser une surveillance archéologique sur des terrains où devaient s'installer des exploitations de gravier. Donc des décapages de surface ont été entrepris avec des engins de chantier, sous la surveillance des archéologues, et lorsqu'on identifiait des structures archéologiques, un diagnostic, puis éventuellement une fouille plus approfondie, était réalisé. Donc plusieurs fouilles et diagnostics ont été effectués sur ce secteur. Donc les premières ont eu lieu avant même cette convention des gravières de l'Yonne et ont été faites au lieu-dit La Maladrerie et le Savio. Donc tout d'abord en 1989, on a un premier diagnostic par Christophe Bourdeau qui a révélé des occupations du Mésolithique, donc on est entre 9000 et 5000 avant Jésus-Christ. Également des occupations du Néolithique final, donc vers 3000 avant Jésus-Christ, des occupations gallo-romaines au IIIe siècle après Jésus-Christ, et enfin des occupations au Moyen-Âge. Donc ce diagnostic a ensuite été suivi d'une fouille par Michel Prestro en 1990. Et enfin, en 1993, on a eu une fouille par Jean-Marc Violot qui a permis de localiser une voie romaine qu'on voit ici. Et c'est donc une voie qui se dirigeait vers le gué sur le fleuve. Mais les fouilles qui ont été faites dans le cadre de la convention Gravière de l'Yonne commencent en 1996 avec ce diagnostic réalisé par Sylvain Collet. Donc c'est un archéologue membre de l'AFAN, l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, qui aujourd'hui a été remplacée par l'INRAP. Donc pendant ce diagnostic, seulement 3 fosses archéologiques ont été trouvées,
2 n'ont pas pu être datées car elles ne contenaient pas de matériel, mais la 3e fosse, elle, a pu être datée grâce à ce petit fragment de céramique qui a été daté du XVIIIe ou du XIXe siècle. Donc là, on avait une occupation à l'époque moderne. L'année d'après, en 1997, juste à côté, a eu lieu un nouveau diagnostic sous la direction de Fabrice Muller, archéologue à Lafan également. Et là, plusieurs époques d'occupation du site ont été découvertes. Une première phase d'occupation date du néolithique ancien, c'est-à-dire autour de 5000 avant Jésus-Christ. Donc c'est une époque qui est assez fréquente dans les recherches archéologiques dans le cadre de la Convention gravière de Lyon. Ici, sur cet espace, on a trouvé des trous de poteaux donc, qui correspondent au plan de 2 maisons dites danubiennes. C'est un type de maison qui était construite donc, autour de 5000 avant Jésus-Christ dans la vallée du Danube, d'où son nom, mais également dans la moitié nord de la France. En fait, ce sont de longues habitations aux murs en torchis et recouvertes d'un toit haut. Et ce toit, généralement en chaume, Et ce que les archéologues retrouvent, donc, ce n'est plus les élévations qui n'existent plus, mais ce sont les trous créés par les poteaux qui supportaient la charpente. Ici, vous avez l'image de la maquette de la maison danubienne de Charmois qui est présente dans nos salles. Donc voilà, on a trouvé 2 maisons donc, qui attestent d'une occupation du site au néolithique ancien. Mais ce diagnostic a aussi permis de trouver un silo datant du premier âge du fer, donc entre 800 et 500 avant Jésus-Christ. Et ce silo contenait plus de 400 tessons de céramique, plus de 100 pièces lithiques et des ossements de faune. Et enfin, comme pour le diagnostic précédent, on a découvert des traces d'occupation moderne, puisqu'on a des traces d'une exploitation de gravier datant du début du XXe siècle. Ensuite, en 1997 et 1998, ont eu lieu des fouilles plus poussées. Cette fois-ci, ce n'est pas des diagnostics, mais de véritables fouilles archéologiques qui ont été menées par Agnès Poyton et Fabrice Muller, donc tous 2 archéologues à Lafan. Alors, plusieurs occupations, plusieurs périodes d'occupation ont également été retrouvées. Donc, on a une fosse du bronze final, de l'âge du bronze final, donc vers 800 avant Jésus-Christ, là-haut, et 3 fosses datant du Moyen-Âge, ici. Et surtout, elles ont permis de révéler une grosse occupation pendant l'âge du fer, mais ça j'y reviendrai après. Et pendant cette campagne de 97-98, la surveillance d'un terrassement un peu plus sur le bord du secteur 2 a permis de mettre en évidence du mobilier lithique qui date lui du néolithique moyen, donc autour de 5000 avant Jésus-Christ, et même des indices d'occupation encore plus anciens qui datent du paléolithique. Hop. Ensuite, on a un dernier diagnostic qui est réalisé en 1999, toujours par Agnès Poyton. Là, peu de vestiges ont été mis au jour, mais ils témoignent quand même d'une occupation à l'âge du bronze final, donc vers 800 avant Jésus-Christ, et au début du second âge de fer, donc vers 400 avant Jésus-Christ. Et voilà, donc cette céramique est bien caractéristique de l'âge du bronze final, et celle-ci avec des décors en pointillés comme ça, est caractéristique du second âge du fer. Et puis, on a toujours encore un fragment de céramique qui nous indique qu'il y a eu une occupation à l'époque moderne, voire contemporaine, de cet endroit-là. Donc on a 10 années d'exploration archéologique sur un même site qui permettent de mettre en évidence que ce lieu a été régulièrement habité par les populations humaines depuis le Paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Alors revenons maintenant sur ces fameuses fouilles qui ont eu lieu en 1997 et 1998 et qui ont révélé des occupations du second âge du fer. Donc à cette occasion, 2 secteurs ont été fouillés, le secteur 1 et le secteur 2. Et ils ont permis de différencier 2 types d'habitation, enfin 2 époques d'occupation différentes. Un à la Thène ancienne, donc voilà, vers 400-300 avant Jésus-Christ, et à la Thène moyenne et finale, donc entre 300 et 100 avant Jésus-Christ.
On va d'abord parler des implantations de la tène ancienne, qui se trouve donc dans un coin du secteur 2. Ici, on a retrouvé des trous de poteaux, toujours des trous de poteaux, qui sont les indices en fait de la présence de 2 bâtiments, ici en rouge, qui étaient donc surélevés sur des poteaux en bois. C'était probablement des greniers. À côté de ces greniers, on a retrouvé de nombreuses fosses dans lesquelles on a trouvé du matériel abondant, surtout de la céramique et des ossements d'animaux. En effet, on a trouvé plus de 700 ossements fauniques dans les fosses, donc surtout des os d'animaux domestiques, des bœufs, des porcs, des caprinés, mais aussi des chiens et des chevaux. Tous ces ossements, ils correspondent en fait à des déchets de préparation bouchère domestique, et donc ils correspondent à la consommation carnée des populations de cette époque-là. On a trouvé également dans les fosses de nombreuses céramiques, dont je vais vous en présenter quelques-unes. Cette étude de la céramique en fait, a permis de trouver de ce qu'on appelle des typologies caractéristiques de cette époque de l'Athènes ancienne. Donc on retrouve entre autres des vases situles, dont vous avez ici un fragment qui est caractérisé par une forte carène sur le col. Vous avez les coupes tronconiques, donc vous avez ici aussi un fragment. Donc c'est un type de céramique, ces coupes tronconiques, qui apparaissent à l'âge du bronze et qui perdurent pendant tout l'âge du fer. Vous avez également les coupes carénées, qui ont également, comme leur nom l'indique, une carène sur le col comme les situles, mais cette fois-ci c'est une coupe, donc c'est une forme basse. C'est un type de vase qu'on retrouve fréquemment sur les sites de l'Athènes ancienne. On a ensuite un peu plus original des faisselles. En fait, ce sont des récipients perforés. Et les fragments qu'on a, ils n'ont pas de courbure, donc c'est-à-dire que c'est probablement des fonds de vase. Et ce genre de faisselles, en fait, apparaissent à l'âge du bronze final. Ils deviennent rares au premier âge du fer et ils redeviennent très courants lors de l'Athènes ancienne. Et enfin, voici quelques fragments décorés de lignes faites en pointillés à l'aide d'un peigne. Donc, comme on a déjà vu un fragment tout à l'heure, ce sont des motifs qui apparaissent à l'Athènes ancienne. Donc voilà pour la céramique. Et ensuite, pour les objets métalliques, on en a retrouvé également quelques-uns, 3 pour être précis. Donc une applique en tôle de bronze, un fragment de bracelet en bronze et un fragment d'anneau en fer. Et grâce à l'étude de tout ce mobilier céramique et métallique, on peut dater ce site de l'Athènes ancienne, donc soit la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et après cette première phase d'occupation, le site semble être abandonné pendant quelques décennies. Et le site est de nouveau occupé lors de l'Athènes moyenne et finale, soit à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc les fouilles sur les 2 secteurs en 97 et 98 ont révélé 2 installations composées chacune de bâtiments d'habitation principaux, de greniers de silos, de fosses et de puits. Donc dans le secteur 1, on retrouve 2 bâtiments principaux en verre, ici, donc de forme carrée avec une abside devant. Donc il s'agirait plutôt des espaces d'habitat. Ils sont assez grands, le plus grand mesure 45 mètres carrés, le plus petit 20 mètres carrés. À proximité, on trouve en rouge ce qui serait des greniers, donc pareil surélevés. On a également trouvé un puits sans cuvelage, celui-là tout là-haut, en orange. Et entre et autour de toutes ces structures, on a des fosses, dont certaines sont interprétées comme des silos, donc pour entreposer des denrées alimentaires. L'une d'elles, notamment, entourée ici en bleu, a livré un matériel très important, donc de la céramique, de la faune, des fragments de torchis et même des ossements humains. L'étude de ces ossements humains a permis de déterminer qu'ils appartenaient à un individu adulte mâle
Il faut savoir que trouver des ossements humains dans un silo n'est pas rare, ça se retrouve assez régulièrement sur les sites lathéniens. L'étude des ossements d'animaux a lui permis d'identifier des caprinés, des porcs, des bœufs et des chiens. Et les os portent aussi là des traces de découpes bouchères. Donc on est à nouveau en présence de rejet de l'alimentation carnée des habitants. Enfin, à l'est des implantations, ici en jaune, on a trouvé 2 fossés qui correspondent en fait à des palissades qui étaient dressées. Et entre ces 2 éléments de palissade, on a une ouverture, donc probablement une entrée. Donc on a donc ici une première occupation organisée et structurée autour des 2 bâtiments principaux. De la même façon, dans le secteur 2, on trouve les mêmes types de bâtiments et le même type d'organisation, c'est-à-dire qu'on retrouve 2 bâtiments principaux en vert, avec ce même plan carré avec une abside. À proximité, on a de nouveau des greniers en rouge. Isolé au nord-est, ici, on a un silo dans lequel on a retrouvé de la céramique, quelques ossements de faune et 2 éléments en fer. Au nord, ici, en jaune, on a des fossés, ici, qui pourraient en fait peut-être signaler la présence d'un enclos pour du bétail. En dessous, à l'écart des habitations, on a un ensemble de foyers, mais l'absence de matériel lié en fait à ces foyers et aussi à l'enclos ne nous permet pas d'affirmer que ces 2 ensembles étaient contemporains des autres structures. C'est dans ce secteur aussi qu'on a trouvé 4 puits, donc ici entourés en orange, sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard en détail. Donc le matériel qui a été retrouvé dans ces 2 secteurs est assez peu abondant. On a une 50aine de tessons de céramique, quelques objets métalliques. Et parmi eux, on a 3 objets en fer, 3 fibules provenant de 2 des puits du secteur 2. Donc en voici 2. Et pour voir la 3e, je vous invite à aller dans l'exposition La Chambre des Merveilles, où vous pourrez voir donc, cette fibule du site de Saint-Julien-du-Sault, ainsi que d'autres très belles fibules. Et donc ces 3 fibules-là, elles ont été étudiées et en fait leur morphologie est typique de la fin de l'Athènes moyenne et du début de l'Athènes finale. Donc ça nous permet de dater, de confirmer la datation de cette époque-là grâce aux fibules mais aussi au mobilier céramique. Donc voilà, si on reprend les plans, on voit donc une grande similitude entre les installations, dans l'organisation des bâtiments et dans l'architecture des bâtiments eux-mêmes. Donc à chaque fois, on a 2 bâtiments principaux entourés de greniers et de silos. Et et aussi la présence de puits assez importants. Leur nombre assez important quand même, pourrait indiquer des grands besoins en eau qui pourraient être liés à l'activité d'élevage du bétail. Donc maintenant, je vais revenir justement un peu plus en détail sur ces 4 puits du secteur 2. Donc depuis le F70 et le F13 n'ont pas pu être fouillés finement et on n'a pas pu conserver les objets qu'il y avait à l'intérieur. Au contraire, les 2 autres puits dont je vous parlerai après, eux, ont été fouillés avec soin et leurs cuvelages de bois, notamment, ont pu être conservés. Donc le puits F13, ici, devait contenir un cuvelage cylindrique fabriqué dans au moins 2 arbres, abattu pour l'un au printemps 282 avant Jésus-Christ et pour l'autre au printemps 272 avant Jésus-Christ. Donc cette utilisation de 2 arbres différents peut indiquer une reconstruction ou une réparation du puits. Le puits F70, lui, également avait un cuvelage cylindrique, fabriqué lui à partir d'un seul chêne, abattu au début de l'été 249 avant Jésus-Christ. Un peu plus tardif, on a le puits F99, qui lui était profond de 4 mètres et qui contient un cuvelage rectangulaire fait avec des planches de chêne qui s'emboîtaient avec un système d'encoche.
L'arbre qui a servi à la construction de ce cuvelage a été abattu entre 223 et 203 avant Jésus-Christ. Et au fond de ce puits, donc là vous avez une photo de fouille lors de la découverte, au fond de ce puits, en plus du matériel céramique et faunique, on a trouvé des objets très intéressants puisque ce sont des objets en bois et des objets de la vie quotidienne. Vous avez un fragment de fond de seau et vous avez des brosses à carder, donc des outils qui permettaient de démêler la laine avant le tissage, le filage et le tissage. Et il y avait également dans ce puits quelques objets métalliques, donc 2 fibules dont je vous ai déjà parlé précédemment. Maintenant, on peut passer donc au puits F2 qui lui a livré vraiment quelque chose de très important, c'est-à-dire un cuvelage cylindrique conservé encore aujourd'hui. Donc il faisait 6,50 m de profondeur, donc bien profond. Donc il possède ce cuvelage cylindrique qui a été réalisé à partir d'un seul tronc d'un chêne évidé. Il est conservé sur 1,20 m de haut. Donc vous voyez l'échelle ici sur cette photo de fouille. Et ici vous avez la vue du cuvelage qui a été ensuite remonté. Au fond du puits, on a également retrouvé de la même façon du mobilier, donc du mobilier céramique, de la faune, quelques objets métalliques, donc dont la 3e fibule que je vous ai montrée, mais aussi une anse et un élément de cerclage de seau. Et puis, comme pour le puits F99, on a trouvé des éléments en bois. Donc un fragment de récipient ici, un fragment de fond de seau, plusieurs objets que je n'ai pas mis là, mais des objets en bois taillés, donc qui étaient peut-être des éléments de construction du puits lui-même. On a un manche en érable, un manche d'outils. Et puis on a ce petit élément en érable également, qui a peut-être été interprété, qui peut être interprété comme une figurine. Mais c'est très hypothétique, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ce cuvelage cylindrique, il n'a pas pu être daté. Hop, je vais revenir là. Ce cuvelage cylindrique n'a pas pu être daté précisément, mais les objets conservés, retrouvés dans le puits, eux, ont pu être datés. L'arbre qui a permis de les fabriquer a été abattu vers 100 avant Jésus-Christ. Donc, soit les objets sont contemporains du puits, dans ce cas-là, ce puits serait beaucoup plus tardif que les autres, soit le puits a également été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ et les objets ont été jetés dedans bien plus tard, ce qui veut dire aussi que le puits était encore en activité à ce moment-là. Si vous voulez voir tous ces petits objets en bois, cette fois-ci, je vous invite à aller voir l'exposition actuellement à Nemours, au musée de préhistoire d'Île-de-France, qui présente une exposition temporaire sur les sénons, que vous avez peut-être vu en 2018 ici à Sens. Donc voilà, c'est une occasion de les voir avant que ces objets retournent dans nos réserves. On va maintenant faire un petit point un peu plus technique. Vous avez dû remarquer que pour chacun des puits, j'ai pu vous donner des dates d'abattage des arbres extrêmement précis. En fait, ça c'est grâce à une science qui s'appelle la dendrochronologie. Donc cette discipline, elle permet de retrouver les dates d'abattage des arbres de façon très précise grâce à l'étude des cernes de l'arbre. Parce qu'un arbre ne croît pas toujours à la même allure. Une année sèche va donner moins de croissance et donc un cerne plus étroit, par exemple. Et l'étude de la largeur des cernes permet d'obtenir une courbe de croissance du bois que le dendrochronologue va ensuite essayer de caler sur des courbes de référence établies grâce à des données climatiques. Donc par exemple ici, en rouge, vous avez la courbe de croissance d'un bois, d'un des objets retrouvés dans le puits F2. Et cette courbe rouge a été superposée à la courbe bleue de référence pour essayer de caler précisément la durée de vie de l'arbre. Donc ici, on a un arbre qui a vécu entre 208 et 112 avant Jésus-Christ. Donc c'est extrêmement précis. Et on peut même parfois connaître la saison de l'abattage de l'arbre grâce à l'analyse du dernier cerne de bois. Par exemple, le bois de printemps est assez reconnaissable. C'est pour ça qu'on peut savoir quand précisément, vraiment à la saison près, on a abattu l'arbre.
Donc voilà, c'est une science qui nous permet des datations extrêmement précises. Donc voilà, toutes ces analyses dendrochronologiques sur nos puits là, à Saint-Julien-du-Sault nous permettent vraiment de confirmer que ces puits fonctionnaient bien avec le reste des structures et des habitations. Cette découverte des puits est intéressante à plus d'un titre, parce que s'il est fréquent de trouver ce genre de puits domestiques sur des sites gallo-romains, c'est beaucoup moins fréquent d'en avoir sur des sites gaulois, des sites de l'âge de fer, au moins dans le bassin parisien. Donc cette découverte a permis d'étudier leur architecture, mais aussi comment ils étaient liés au reste des structures, aux habitats. Quant au cuvelage cylindrique, je vais le remettre. Voilà, ce cuvelage cylindrique-là, il est vraiment unique. À ce jour, en fait, il n'y en a pas d'autres conservés en France. Donc c'est un objet très important en fait, pour notre patrimoine local, mais aussi français. Tous les autres petits objets retrouvés au fond des puits sont également très intéressants parce que c'est rare d'en retrouver. La conservation du bois est quelque chose de difficile. Et donc là, on a la chance en fait d'avoir des objets de la vie quotidienne dans ces puits qui nous parlent en fait des activités de la vie de tous les jours des gens. Donc ce sont véritablement des découvertes assez exceptionnelles. Cette exceptionnalité des découvertes tient aussi dans le très bon état de conservation de ces bois, parce que, comme je vous l'ai dit, il est compliqué de conserver des bois archéologiques, puisque une fois qu'ils deviennent secs, ils se craquellent et ils tombent en morceaux. Mais les bois de Saint-Julien-du-Sault, après leur découverte, ils ont été très rapidement envoyés au laboratoire Arc Nucléaire à Grenoble, où ils ont été traités et restaurés. Et maintenant, je vais laisser la parole aux équipes d'Arc Nucléaire qui vont vous présenter leur laboratoire et pour comprendre en fait comment ils ont sauvé ces bois de Saint-Julien-du-Sault. Arc Nucléaire est une structure qui associe à la fois un atelier de conservation-restauration et un laboratoire de recherche, tous les deux au service du patrimoine culturel en matériaux organiques, donc en bois, cuir, fibres végétales, qu'ils soient gorgés d'eau ou secs. Nos missions se divisent en 4 grands domaines. Le premier est celui de la restauration-conservation des bois archéologiques ou gorgés d'eau, trouvés dans des sédiments ou au fond de fleuves ou de rivières. Ces objets-là doivent être séchés par des traitements particuliers, puis conservés, restaurés pour être mis à disposition des musées. Une autre partie de nos missions est la restauration des sculptures polychromées, où là, des traitements particuliers de conservation également et aussi de nettoyage, restauration sont mis en œuvre à l'atelier. La troisième partie est dédiée à la recherche qui vise à améliorer les traitements de conservation qui sont utilisés à l'atelier, l'archéologie ou pour la restauration des sculptures. Et enfin, la dernière partie est la mise à disposition pour les industriels de nos technologies et de nos traitements. Nous disposons d'un irradiateur gamma très spécifique qui permet d'une part l'utilisation pour le patrimoine culturel, mais d'autre part qui nous permet aussi de réaliser des irradiations à des fins industrielles pour tester du matériel sous irradiation gamma. Les spécificités d'Arc Nucléaire sont d'une part de pouvoir bénéficier de très grandes installations pour les traitements archéologiques. Elles sont uniques en France et rares dans le monde. Une autre spécificité est d'associer la recherche et la restauration.
Et enfin, la reconnaissance à l'international de nos équipes est un point très fort puisque nous participons à des expertises un peu partout dans le monde. Toutes ces spécificités, toutes ces installations font d'Arc Nucléaire une structure assez particulière qui allie recherche et conservation-restauration, qui allie recherche et soutien aux industriels et qui a des moyens importants au niveau analyse de par sa situation, sa localisation sur le centre du CEA de Grenoble. Bonjour, je suis Christian Vernoux, conservateur en chef du patrimoine du ministère de la Culture. Je suis mis à disposition du laboratoire Arc Nucléaire qui s'occupe du traitement, de la restauration des cuvelages de puits provenant du site de Saint-Julien-du-Sault, dans l'Yonne. Ces cuvelages sont destinés pour le musée de Sens, dans l'Yonne également. Les cuvelages de ces puits très anciens, d'époque gauloise, je vais préciser la chronologie tout à l'heure, sont dans les locaux ici d'Arc Nucléaire depuis très longtemps. Ils ont été livrés par les archéologues en 1998, quelques temps après leur découverte. Les premiers contacts sont de février 1998 et dès juin 1998, les archéologues, les services régionaux de l'archéologie, livrent à Arc Nucléaire ces premiers éléments de cuvelage de puits. Ces éléments de cuvelage ont d'abord été datés par dendrochronologie, par Willy Tegel en Allemagne. Ils sont partis quelque temps en Allemagne, pendant 3 mois environ. Ils étaient hors d'eau, protégés par des films plastiques, ce qui peut-être a altéré un peu plus ces objets. Puis ils sont arrivés ici dès le mois de juin 1998, où nos collègues ici à Arc Nucléaire les ont pris en charge. Donc la première partie du travail a été de consolider ces bois. Les bois gorgés d'eau qui ont été conservés sont très altérés. Il faut leur donner de la résistance, si vous voulez, grâce à une immersion dans des résines qu'on appelle le polyéthylène glycol en l'occurrence. Et c'est un long processus qui va se dérouler pendant plusieurs années ici à Arc Nucléaire. D'abord, un traitement au PEG 400 à 15%, puis augmenté à 25% pendant environ 14 mois. Et ensuite, une seconde phase où là, on fait un traitement de consolidation au PEG 4000 pendant encore 14 mois. Donc vous voyez, le traitement est assez long. À cette époque-là, donc à la fin des années 90, c'était le processus qui était enclenché et qui a bénéficié à ces éléments de cuvelage. Et puis ensuite, va intervenir la phase de séchage des bois, séchage artificiel par lyophilisation dans un de nos lyophilisateurs ici à Arc Nucléaire. Il faudra environ de 5 à 6 semaines pour ces pièces qui pour certaines sont très massives. Parmi les choses à signaler de ces cuvelages, nous avons 2 principaux cuvelages actuellement à Arc Nucléaire. Le plus ancien, tout à fait remarquable, qui est daté par dendrochronologie environ de 280 avant Jésus-Christ, est un élément de cuvelage cylindrique. C'est en fait un tronc de chêne qui faisait environ 1,20 m de diamètre et creusé en son milieu, et tout à fait rare dans sa réalisation. Malheureusement été fragmenté en 8 fragments au cours des temps et puis lors de son extraction. Le deuxième cuvelage, lui, il est quadrangulaire. Ce sont des panneaux de bois, si vous voulez, constituer un panneautage quadrangulaire dans un puits, et il est plus récent. Il date environ de 200 à 150 avant Jésus-Christ. Il est donc de l'époque de l'Athènes finale, si vous voulez, des Gaulois, plus récemment. Il faut bien dire que notamment le cuvelage circulaire, cylindrique, était à l'époque quelque chose de tout à fait extraordinaire. On ne connaissait pas de cuvelage cylindrique ainsi. On en connaissait pour l'époque médiévale, mais pas pour la protohistoire. C'est donc des éléments tout à fait intéressants du patrimoine français qu'il fallait conserver. Ce cuvelage cylindrique, vous voyez ici parmi les deux plus grands fragments de ce cuvelage, qui sont 2 fragments qui peuvent recoller, le cas échéant, si on veut vraiment faire un assemblage. On les voit sortis là de la lyophilisation.
Et il y a un travail désormais de restauration à accomplir qui va comprendre le nettoyage du bois, si possible l'enlèvement de tout ce qui s'appelle le surplus de polyéthylène glycol. Vous voyez ces éléments blancs que vous voyez en surface, ça ne correspond pas à de la moisissure, bien entendu, hein, c'est le polyéthylène glycol, cette résine, ce polymère qui apparaît en surface, qu'il va falloir nettoyer. Le restaurateur va pouvoir faire son travail méticuleux pour laisser un bois apparent le plus proche de la réalité du terrain. Vous voyez également peut-être que la partie supérieure de ce cuvelage, qui est conservé sur environ 1,30 m de hauteur, hein, et 1,20 m de diamètre, la partie supérieure comporte une usure caractéristique de ces bords de puits. Alors, par la suite, il sera peut-être possible, grâce à la possibilité qu'offre les musées de Sens, à terme, de faire un remontage de cet élément, bien entendu, pour que le public puisse apprécier l'ensemble. Un essai de remontage avait été réalisé ici par Henri-Bernard Maugiron et Stéphane Garivier, nos collègues de l'atelier, pour donner aux conservateurs une idée de ce remontage à terme. Il y aura des réassemblages à faire, des consolidations et surtout un soclage. Souvent les socles adaptés constituent l'une des dernières étapes de valorisation de ce patrimoine archéologique. Donc je tiens vraiment à remercier les équipes d'Arc Nucléaire et particulièrement Christian Vernou pour leur participation à cette présentation du site de Saint-Julien-du-Sault. Et comme il est dit dans le reportage, les 2 cuvelages de puits sont encore à ce jour à Grenoble, mais ils vont revenir très prochainement à Sens et nous espérons pouvoir les intégrer à l'exposition permanente dans les prochaines années. Donc je vous ai présenté le site, les structures, le mobilier retrouvé et maintenant il va falloir se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire tout ça, à quoi correspondait ce site, quelle était sa fonction. Donc pour ça, on va encore faire appel à nos 4 puits qui sont vraiment très riches d'enseignements. Donc ils nous ont déjà permis de faire de la dendrochronologie, donc de dater plus précisément l'occupation du site. On a également pu déterminer les essences des bois qui ont été utilisés. Et puis à l'intérieur des puits, on a retrouvé énormément de restes organiques. Donc ces restes organiques, ils ont permis de faire des analyses palynologiques, c'est-à-dire qu'on a étudié les pollens, et on a également fait des analyses carpologiques, c'est-à-dire l'étude des carporestes, c'est-à-dire des restes végétaux, que ce soit des graines, des fruits, des noyaux, souvent conservés sous forme carbonisée. Donc tous les résultats de toutes ces différentes études ont permis de restituer l'environnement naturel du site à cette époque, ce qu'on appelle le paléo-environnement. Et ça permet aussi de voir dans quelle mesure cet environnement a été anthropisé. Donc les données montrent déjà que l'essence forestière la plus dominante est le chêne, mais ils montrent aussi que en fait, les espaces boisés étaient très peu nombreux. Les études révèlent que l'environnement était extrêmement anthropisé et ouvert. Donc on avait principalement des prairies et des champs cultivés. Alors les prairies étaient sûrement destinées au pâturage. D'ailleurs, on a tous les indices de la pratique de l'élevage du bétail. Déjà, on a retrouvé des ossements animaux, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Donc on a principalement du bœuf, du porc et des caprinés. Ces ossements, ils présentent des traces de découpe. Donc ce sont en fait des déchets d'une production bouchère domestique. Et puis on a aussi la présence probable d'un enclos dans le secteur 2. Donc on a vraiment tous les indices qui nous disent que dans ce lieu, on pratiquait l'élevage. On pratiquait également l'agriculture. Les données archéobotaniques montrent que de nombreuses plantes étaient cultivées, donc plusieurs espèces de blé, de l'orge, du millet ou encore du seigle. La population faisait également de la cueillette de fruits, de légumes et de baies sauvages. Et puis parmi les très nombreuses plantes retrouvées sur ce site, on a retrouvé de la coriandre. La coriandre, c'est un peu spécifique parce que c'est une plante méditerranéenne qui en fait arrive dans notre région surtout à partir de l'époque gallo-romaine. Donc la présence ici de la coriandre sur un site de l'âge du fer démontre que bien avant la conquête romaine, il y avait déjà des échanges et des contacts avec le monde méditerranéen. Donc voilà, toutes ces études des restes organiques permettent d'affirmer que ce site avait une vocation agro-pastorale. On cultivait les champs
et on stockait les denrées alimentaires dans des greniers et des silos, et on élevait du bétail pour la consommation. On peut donc conclure qu'au secontage du fer, il y avait sur ce site des Boulins des fermes gauloises. On peut même supposer que sur ce site, il existait quelques activités artisanales, même si on n'en a pas d'attestation véritablement. Par exemple, la présence de brosses à carder dans les puits peut indiquer un artisanat textile, sans doute en relation avec l'élevage de moutons. On a également retrouvé sur le site quelques scories de façon dispersée qui indiquent l'existence d'une petite activité métallurgique. Donc pour résumer, ce site a fait l'objet de très nombreuses fouilles qui ont mis en évidence plusieurs phases d'occupation du site, les plus importantes étant au secondage du fer. Donc il y a d'abord un premier établissement à la Tène ancienne. Le site est abandonné au début de la Tène moyenne pour ensuite être de nouveau occupé à la Tène moyenne et à la Tène finale. Et donc pendant cette deuxième occupation, l'aspect de l'occupation est beaucoup plus structuré. On a des bâtiments d'habitation entourés de structures de stockage et associés à des puits. Donc ces deux secteurs d'habitation sont des fermes habitées par une population qui vit de la culture, de l'élevage et de la cueillette. Enfin, le site est définitivement abandonné à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc ça correspond à une époque où les villages sont progressivement abandonnés au profit des oppidas, qui sont des espaces fortifiés. Et ça correspond en fait au développement au début du 1er siècle avant Jésus-Christ de l'oppidum du château qui se trouve 2 km plus au nord de Saint-Julien-du-Sault. Donc en conclusion, ce site, en plus d'avoir livré d'exceptionnels et rares vestiges en bois, revêt une véritable importance pour la connaissance archéologique de la région. En effet, il existe peu d'occupations domestiques de cette époque qui a été retrouvée dans l'Yonne, et donc ce site est vraiment très précieux pour documenter les sociétés gauloises dans notre région. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux, je tâcherai d'y répondre. Je vous rappelle que les musées de Sens sont ouverts et l'entrée est gratuite, donc profitez-en. Et je vous retrouve demain pour la suite des Journées européennes de l'archéologie. La journée sera plutôt consacrée à la découverte des métiers de l'archéologie et vous pourrez suivre une petite visite guidée du dépôt archéologique. À demain.